C'est-à-dire que les 10 hectares étaient du terrain déjà immatriculé, qui appartenait à la chefferie d'un village près de la commune. Donc, comme on était en 2008, la commune a signé une convention de location de 20 ans, donc jusqu'en 2027, je crois. Et cette convention a été validée par le préfet et par le conseil municipal. Donc, ce qui fait que la ville, effectivement, a obtenu ce terrain-là comme ça. Donc, ça, c'est une technique, par exemple, pour pouvoir faire face aux contraintes foncières. Parce que, effectivement, la plupart des villes, les contraintes foncières sont énormes pour pouvoir trouver des sites pour la décharge. Alors, une fois qu'on a décidé, nous avons mené les études techniques pour l'aménagement de la décharge. Et on a décidé d'aménager un premier casier qui faisait 50 000 mètres cubes. D'accord? Donc, le premier casier de 50 000 mètres cubes a coûté 50 millions de francs CFA. Dans ces 50 millions, il y a un droit d'accès. En fait, on avait la chance que le site était accessible, mais quand même, il fallait faire les voies de circulation interne. Il fallait mettre les installations sur la base vie, comme par exemple la guérite, un espace pour le WC et ainsi de suite. Ça a coûté 50 millions, je vous assure. Et avec ça, c'est ce casier que la ville de Tian utilise aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, nous on avait dimensionné les 50 000 m3, c'était pour une exploitation à peu près de 6 ans. Mais, comme la ville a eu le compostage et tout, ça fait que les projets de compostage absorbent à peu près 40 à 50% des déchets qui devaient aller sur le casier. Et ça permet de rallonger sa durée de vie. Donc, ça dit que ce casier est toujours en exploitation aujourd'hui. Et je pense que la ville de Tian en a encore pour 3 ou 4 ans avant que ce casier soit complètement fermé. Donc, vous voyez comment c'est possible. 50 millions, ce n'est pas un budget énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme. Donc, ce qui fait que c'est vraiment possible. Si vous avez besoin de le faire, c'est possible de le faire avec pas beaucoup de ressources. Il faut seulement un peu réfléchir. Donc, on va passer au module 4. Voilà. Après la question de la décharge, on va maintenant parler de la planification. Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser la gestion des déchets sur son territoire? Et on doit voir là comment est-ce qu'on fait pour élaborer une stratégie de gestion des déchets. À l'échelle des communes actuellement, cette stratégie que le document, ça s'appelle le plan communal de gestion des déchets. Maintenant, on va voir quelles sont les étapes. Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut une planification de la gestion des déchets au niveau de la commune? Et vous allez vous rendre compte que pour avoir meilleur, ce n'est pas surtout la technique qui compte. Et ce n'est pas non aussi seulement les moyens qu'il faut. Si vous avez des moyens, vous avez la technique et que vous n'avez pas planifié, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de bons résultats sur le terrain parce que c'est la planification qui permet d'avoir quelle est la vision, où est-ce qu'on va, est-ce que nous avons la maîtrise des déchets que nous avons sur notre territoire. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut donc planifier la gestion des déchets? Il y a plusieurs choses. C'est parce que d'une part, on a la population dans les villes qui évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se projeter pour se dire okay, ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait demain. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on a aussi les habitudes alimentaires qui évoluent. Et quand les habitudes évoluent, ça veut dire que parfois on a certains types de déchets qui vont maintenant naître le jour. Et ce n'est que lorsqu'on est dans le cadre d'une planification qu'on peut envisager ça. Et c'est tout ceci dont s'accompagne par une augmentation aussi de la question des déchets. Parce que c'est là où vous vous rendez compte que tant que les villes existent, la question des déchets se posera toujours. Même s'il y a certains qui sont allés jusqu'à penser
au zéro waste, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de déchets. Vous voyez que depuis, on se rend compte que le déchet va peut-être seulement changer de forme, le déchet sera toujours présent, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'occuper du déchet? Donc, il faut donc construire une vision à travers donc, la planification pour gérer donc, les déchets. Et dans le cadre du Cameroun, avec la décentralisation et même bien avant, si vous posez la question à tout le monde dans les quartiers, qu'est-ce qu'on fait dans la commune? Les gens connaissent deux fonctions des communes. Ils savent que c'est là où on établit l'acte de naissance et c'est elle qui enlève les déchets. C'est-à-dire à tout le monde. Les autres choses, c'est après qu'on ajoute. Si vous dites à quelqu'un que la commune va arranger la route, mais à l'origine, les gens savent qu'on pas la commune pour l'acte de naissance et que c'est la commune qui enlève les déchets. Et c'est pourquoi il devient même difficile de mettre certains maillons en place, comme notamment la précollecte, comme on a discuté hier. Quand vous dites aux gens qu'il faut payer, dans la tête, c'est déjà que c'est le travail de la commune. Donc, quand vous demandez de payer, vous voulez donc que la commune doit plus travailler. Et après, on a fait le constat d'études, on s'est rendu compte qu'une bonne réussite de la gestion des déchets, c'est 60% de planification et juste 40% de mise en œuvre. Et vous allez vous rendre compte qu'on va avancer, c'est que la plupart des diagnostics, lors de l'élaboration des plans communaux de gestion des déchets, pour revenir au cas de Fumban qu'on parlait, parce que je connais bien, c'est moi qui ai élaboré le plan communal. Quand je faisais le diagnostic, le jour de la restitution, je présente à la commune que chaque année, ils investissent près de 62 millions dans l'enlèvement des déchets, mais pour un résultat que personne ne connaît. Le maire était étonné, il dit, mais comment ça se passe? Et j'ai présenté le circuit, tout. Le gars celui qui est chef service d'hygiène, il sait seulement que je sors tous les jours, je ne peux pas collecter, mais on lui demande, tu collectes quelle quantité? Il ne connaît pas. Quels sont les circuits? Il dit que non, quand il y a trop de déchets, je pars ici. Quand il n'y a pas trop, mais vous voyez, après maintenant, si on vous demande quel est le taux de collecte, c'est difficile. Donc vous voyez donc que dans ce contexte, vous avez beau faire beaucoup de choses, mais le résultat sur le terrain n'est pas visible. Et ça va être donc difficile pour vous donc, de parler donc, déchets. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans le cadre donc, de la construction de cette stratégie, donc, il faut donc disposer d'une référence qui oriente, dirige et accompagne les acteurs de la gestion des déchets. Les acteurs, pourquoi? Parce que lors du diagnostic, c'est qu'on part donc sur un territoire, le maire est lui-même surpris d'être au courant des acteurs qui sont sur le territoire. Parce que les gens posent des actions de manière éparse, et pas seulement à l'échelle des communes, malheureusement, parfois même à l'échelle de l'État, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez des personnes là qui mènent des choses dans le même secteur, mais il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de synergie, et la conséquence, c'est que le résultat est difficile sur le terrain. Donc, avec le plan aussi, il faut donc proposer donc des solutions concrètes et adaptées aux problèmes et aux besoins. C'est pourquoi chaque commune, normalement, doit avoir sa stratégie particulière. Ce n'est pas de prendre la stratégie d'une commune et aller copier dans l'autre, parce que ce n'est pas le même contexte. Et c'est ce qui est fait actuellement. Comme les communes n'interchangent pas entre elles, je m'amusais tout à l'heure à échanger avec quelqu'un d'une commune, la communauté urbaine de Bafoussam. Je le surprends, je lui dis, moi j'ai lu le plan communal de gestion des déchets d'une commune d'arrondissement où ils sont la commune urbaine. Eux, ils ne sont même pas au courant. Comment cela est possible? Et dans ce plan, je vois le cabinet qui a fait ce plan, mais que la commune d'arrondissement va s'occuper de la collecte. Est-ce que c'est possible? Le code des collectivités est clair. Dans les villes où il y a la communauté urbaine, la collecte, c'est l'exclusivité de la communauté urbaine. Mais quand je regardais ce plan-là, validé par la commune avec les sectoriels, on se demande bien, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment est-ce que ça se passe? Et c'est la réalité qu'on va rencontrer donc sur le terrain. Un tel plan comme ça, si vous ressortez un projet de là, aucun bailleur ne doit financer. Le bailleur va vous demander quels sont les textes de votre pays. Et les textes vont montrer que non, la collecte, ce n'est pas votre compétence. Donc, tout ce que vous avez comme projet, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est pourquoi on veut avancer. Maintenant, il faut aussi permettre une évaluation de l'évolution de la situation et faire des prévisions et anticiper les risques. Donc, ça, c'est en termes de stratégie. Maintenant, comment est-ce qu'on commence, quelles sont les étapes pour l'élaboration d'un plan communal de gestion des déchets? Premièrement, il faut mettre en place un cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est là où on identifie quels sont les différents acteurs qui doivent intervenir lors de l'élaboration du plan. Et ce cadre n'est pas seulement mis en place, mais ils sont formés sur leur rôle.
Je me souviens lorsqu'on avait commencé dans la ville de Foumban en 2021. La première réunion, la tutelle, la préfecture était là, la sous-préfecture, les délégués, les chefs de quartier étaient venus pour qu'on leur dise qu'on aura une activité et lorsqu'on va descendre dans les quartiers, c'est vous qui allez faciliter la collecte des données. Sinon, le temps qu'on est dans la phase, par exemple, de caractérisation, on va remettre les sacs poubelles aux ménages, ils vont décider de ne pas remettre. Et là, on n'aura pas de résultats. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est le comité de concertation qui est le relais. C'est vrai que c'est un cabinet qui coordonne l'activité, mais le cabinet n'a pas la proximité avec les habitants du territoire. Donc, c'est ce comité donc, qui va être formé et qui doit donc faciliter qui doit faire quoi. Et c'est là où on parle donc, par exemple de l'identification, de la sensibilisation et de la mobilisation des acteurs, c'est-à-dire les différents acteurs qui doivent participer à différents niveaux. Quels sont les rôles maintenant de chacun? C'est-à-dire, on va dire maintenant qui fait quoi et j'ai dit donc, on va donc les former. On forme le comité pour permettre qu'il soit efficace et qu'il puisse participer et ne pas assister. Parce que si vous mettez en place un comité où les gens vont venir tout simplement assister aux réunions parce qu'ils ne sont pas formés pour participer, vous êtes sûr que ça va être directif. Donc, vous allez tout penser et ils vont dire, OK, là, c'est ce qu'on a fait pour nous. Non. Vous allez aider les gens aussi à vous aider à avancer. Et après, la deuxième chose maintenant, après qu'on a mis en place maintenant le comité, c'est de regarder maintenant quelles vont être les relations, c'est-à-dire entre l'équipe municipale, parce qu'il y a la commune, il y a le facilitateur qui est un cabinet à qui la commune doit attribuer la responsabilité de faire ce travail, et aussi le cadre de concertation. Donc, la concertation va au-delà de l'équipe municipale et intègre les entités et les autres acteurs qui ont été identifiés de communs acteurs avec le facilitateur et la commune. Parce que voilà, les trois, c'est dans ce triangle qui doit être au centre. Et le but, donc, comme vous avez vu, c'est informer et préparer les acteurs pour l'activité, éclairer les membres sur les rôles et les rapports et aussi assurer la réactivité de tous dans le processus pour que pendant que vous avancez, les gens puissent participer normalement. Maintenant, une fois tout ceci est fait, maintenant, la première étape, c'est le diagnostic. Il faut conduire dans le diagnostic pour voir. Parce que dans toutes les communes, on dit on gère les déchets. Mais si vous leur posez la question sur les déchets, où est-ce qu'ils se trouvent, c'est quelle quantité, quelle est la typologie, les gens ne vont plus répondre. Maintenant, c'est dans le diagnostic qu'on aide donc la commune de pouvoir comprendre quel est le problème qu'il s'occupe chaque jour. Et là, on fait une analyse donc, de la filière par une approche sur la production et l'organisation. Qu'est-ce que cela signifie? La production, c'est d'aider la commune à comprendre où se trouvent les déchets sur son territoire et quelle quantité. Après, maintenant, vous allez vous rendre compte qu'on va permettre à la commune de connaître que peut-être on a 30 quartiers, mais quels sont les quartiers où on produit plus de déchets et quels sont les types de déchets? Ceci est d'autant plus important qu'après, si vous voulez mettre en place la précollecte, vous pouvez donc décider que ce n'est pas là où on produit plus de déchets qu'on va payer, mais en tenant compte plutôt du type de déchets. Parce que imaginez-vous des ménages qui produisent tellement de déchets fermentescibles, mais d'autres qui produisent des déchets qui ne sont pas fermentescibles. Ces déchets sont plus difficiles à gérer parce qu'il faut les prendre peut-être en menant à décharge. Or, d'autres, on peut faire une gestion proche, notamment par le compostage. Donc, après, comme je parlais donc de faire donc, le diagnostic sur la production et l'organisation, il faut aussi conduire le diagnostic technique du ramassage des ordures ménagères. C'est-à-dire que ce diagnostic permet tout simplement de regarder que fait la commune aujourd'hui avec quels moyens, c'est-à-dire en termes de moyens de collecte, moyens de transport, qu'est-ce que la commune a comme matériel. On réalise aussi un diagnostic acteur de la filière. Le diagnostic acteur est donc de connaître quels sont tous ceux qui interviennent à l'instant dans la gestion des déchets. Et ça va donc permettre donc d'établir les relations. Est-ce qu'il y a même les relations entre les acteurs? Et on va donc qualifier ces types de relations-là, par exemple. Le diagnostic territorial, lui, maintenant, va permettre de connaître où se trouve le déchet dans la commune, par exemple. Et on va donc intégrer les variables pouvant influencer la gestion des déchets. L'autre chose qui est très importante, c'est l'analyse économique. Dans l'analyse économique, on regarde déjà
qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui est fait financièrement en matière de gestion des déchets. Et maintenant, c'est ça qui permet après de se projeter. Bon, là, par exemple, ça, c'est ce qui a été fait dans la ville de Tian, par exemple. Vous voyez, sur cette carte, on voit où est-ce qu'on produit les déchets dans la ville. Et vous allez vous rendre compte donc qu'on a donc fait une hiérarchie. Il y a les zones de production où on produit moins de 100 tonnes par an. On a qualifié cela de quartier de faible production. Les zones où on produit entre 100 et 500 tonnes, entre 500 et 1000 tonnes. Et ainsi donc, on a donc ressorti cela sur la carte comme ça pour montrer à la commune, voilà les quartiers. Avec les différentes couleurs comme ça, ça permet donc de connaître où est-ce que la question des déchets se pose donc dans la ville. On connaît donc la production sur un territoire et peut spatialiser les zones de forte production. Maintenant, il y a le diagnostic technique qui doit aussi être fait. Vous voyez, dans le diagnostic technique, on regarde quels sont les équipements que dispose la commune. Donc, on répertorie l'ensemble des moyens à disposition, véhicules et capacités, le lieu, le nombre de bacs, de bennes par exemple. On mesure les flux des déchets sur les dépôts, on mesure les distances des circuits de collecte, l'efficacité des éboueurs et on peut effectuer les comparaisons. Ça, c'est très important parce que on a des communes qui ont des équipements qui sont de très bonne qualité et même en quantité, mais l'organisation du service n'est pas bien faite. La conséquence, on collecte très peu de déchets. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui se lève le matin, il commence à collecter les déchets à l'hôtel de ville. Alors que pour aller à la décharge, il va encore traverser devant l'hôtel de ville pour aller ailleurs. Comment est-ce que ce service va être efficace? C'est-à-dire, il prend le camion, il le surcharge et il va au bout de la ville. C'est là qu'il se rend compte que le camion est plein. Il revient encore sur le même chemin. Il traverse l'hôtel de ville à la décharge. Et à la décharge, et lui, quand il a vidé, il a les gens qui l'interpellent. On a les déchets ici. Le gars recommence encore à collecter à partir de la décharge pour venir vers la ville. Quand il arrive en ville, à peine arrivé, c'est déjà plein. Finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train d'augmenter les coûts parce que vous voyez, il tourne sur place. Et or, ceci pouvait être évité. Et une autre chose, au niveau donc du diagnostic technique, on a donc parlé en termes de matériel, de tout ce qu'il y a. On mène aussi une enquête terrain dans ce diagnostic technique-là où je vais dire donc pour qu'il y a deux aspects, un aspect de quantification et un aspect de caractérisation pour connaître maintenant, c'est-à-dire quelle est la production spécifique par ménage ou bien par personne dans les ménages de la ville et aussi dans les espaces de marché. Parce que c'est ça qui va permettre à la fin de dire qu'est-ce qu'on produit au total comme déchets dans la ville. Et ça, tout ça, c'est dans le diagnostic technique, c'est-à-dire ça, ce sont les équipements qui sont utilisés. On a là un camion avec porte-bac. Et maintenant, c'est après de voir que est-ce que c'est efficace. Parce que vous voyez que tout ça, après, si vous allez dans la ville, ça n'existe plus. Ces bacs qui étaient en plastique, les ménages viennent verser les déchets dedans avec le feu. Quand on vient, le bac, il a fondu totalement. Ou bien, vous avez ce bac maintenant, c'est-à-dire ce camion avec un porte-bac. Maintenant, le porte-bac, lui, il ne fonctionne plus. Quand on arrive, le bac, il est plein. Il faut maintenant verser au sol avant de recharger à nouveau. Et donc, vous voyez, donc, on a un équipement et les bacs qui ne correspondent plus et qui rendent le travail encore plus difficile. Ou c'était mieux plutôt de créer un dépôt au sol où les gens viennent déposer, on charge directement à la fourche que de verser au sol et ramasser à nouveau. Ça, maintenant, ça c'était au niveau des acteurs dont on parlait tout à l'heure. On identifie les acteurs, comme vous voyez là, tous les acteurs possibles. Et vous voyez qu'il y a l'exécutif, on a même des informels, c'est-à-dire les informels, vous avez des enfants dans les quartiers qui sont les acteurs qu'il faut considérer. Leur rôle, c'est que les gens ont les déchets à la maison. On les appelle souvent pour donner 200. Si vous les intégrez par l'ordre du diagnostic, ce sera difficile après. Parce que comment vous allez faire pour les maîtriser ou bien pour les enlever du circuit? Parce qu'ils vont toujours continuer à entretenir les mauvaises habitudes. Or, le diagnostic doit tenir compte de cela. Les commerçants, les populations, le service financier, l'État même, à travers la tutelle, on a même les bailleurs de fonds, parce que c'est lors du diagnostic là qu'on regarde, on peut demander à la commune, est-ce que vous avez des partenariats? Parce que vous avez des communes qui ont des partenariats, mais qui servent au maire seulement de faire ses voyages. C'est-à-dire le maire vous dit que j'étais dans tel pays.
il est parti faire quoi là-bas? Il dit qu'il est en coopération. Mais on ne voit jamais ce que la coopération a fait. Or, lui, vous lui posez la question, il dit qu'ils sont en coopération. Mais or, c'est lors du diagnostic donc qu'après, vous allez l'aider peut-être à dire qu'avec cette coopération-là, voici une piste qui était exploitable. C'est important de connaître et il faut garder cela en esprit. Et bon, là, ça c'était tout le rôle des acteurs et de regarder quels sont leurs rôles. Comme j'ai dit, le diagnostic, ce diagnostic acteur donc permet d'avoir une connaissance affinée des rôles de chacun et on dit que cela est primordial pour la mise en place des outils de suivi de la circulation de l'information. Et cela se fait à travers donc l'enquête, comme on a dit. Ça, c'est encore toujours les acteurs qui doivent être. Et ce qui est important maintenant, c'est de regarder le type de relations. Comme vous voyez là, est-ce qu'il s'agit des relations financières avec cet acteur-là? Est-ce qu'il s'agit d'une autorité traditionnelle? Est-ce que c'est un acteur qui intervient dans les flux de déchets? Parce que ce sera important lorsqu'il va falloir traiter chaque maillon de faire intervenir cet acteur-là au lieu indiqué. L'analyse économique maintenant, quant à elle, constitue, qui est donc la dernière étape du diagnostic, elle permet donc de réaliser les choix les plus appropriés. Les choix parce que vous n'allez pas faire un diagnostic et faire un choix sans tenir compte de vos capacités financières. Sinon, vous allez proposer quelque chose qui ne va pas marcher. Si vous, après un diagnostic, on se rend compte que la capacité de mobilisation de la commune, c'est peut-être 10 000. Et vous partez avoir une stratégie sur, je dis des choses comme ça, sur 1 million. Ce ne sera pas efficace. Parce que vous n'avez pas tenu compte des réalités et des acteurs qui étaient là de savoir qui peut apporter quoi pour mobiliser ce que vous avez envisagé. Maintenant, on se rend compte à travers, parce que ça c'est un exemple d'analyse qu'on avait fait dans la ville de Tian pour les aider à regarder qu'est-ce qui est vraiment utilisé, qu'est-ce qui est dépensé réellement. Et on a fait comme ça, on a dégagé en termes de réalité à partir du compte administratif pour voir qu'est-ce qui était réellement dépensé et quelles sont les capacités de la commune, que ce soit en ressources propres ou bien avec l'apport des partenaires. Et c'est ça qui a donc permis après, ce qui débouche sur ce qu'on appelle une analyse SWOT, l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces qui aideront donc à la construction de la stratégie ou bien du plan communal de gestion des déchets qui veut être mis en place. Et à Tian, par exemple, on s'était rendu compte qu'en termes de force, on avait la présence d'une valorisation appropriée au contexte, c'est-à-dire le compostage, qui avait déjà commencé et qui se mettait déjà en place. On avait aussi noté le dynamisme de la municipalité à travers ses services et les projets qui existaient. Mais en termes de faiblesse, on avait noté assez de dépotoirs sauvages de déchets qui étaient dans les quartiers, le faible taux de collecte qui était de 21% malgré les équipements qu'on a vus là par exemple, c'est-à-dire malgré la disposition des camions à compaction et camions bennes, on avait le taux de collecte qui était encore autour de 21%. Et l'une des menaces qui était importante, c'était l'état des routes, je pense, et qui est commun à la plupart des communes. Mais en termes d'opportunités, on s'est rendu compte que la commune avait des partenariats. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des communes qui sont en coopération, mais qui ne servent que de coopération de voyage. Maintenant, c'est quelque chose, c'est une opportunité qui peut être mobilisée dans le cadre d'une amélioration ou bien de la construction d'une stratégie de gestion des déchets. Et on avait aussi noté là qu'il y avait la présence d'un projet dont les actions pourront corriger certaines faiblesses. Maintenant, lorsqu'on a fini le diagnostic, on ne peut pas le consigner dans un document et on dit que le diagnostic est bien. On vient restituer le diagnostic et quand on le restitue, on le met en débat, c'est-à-dire on invite encore le comité de concertation qui a été mis en place pour leur présenter ce qu'on a obtenu comme diagnostic, pour que les gens puissent se consolider, c'est-à-dire avec les apports, pour dire si on ne s'est pas trompé, tous les acteurs qui sont bien formés et informés de leur rôle, ils puissent intervenir pour qu'on puisse consolider, avoir maintenant un bon diagnostic. Le but de ceci, c'est quoi? C'est surtout pour permettre aux gens donc de s'approprier les problèmes qui sont les leurs. C'est-à-dire le comité, ils vivent là. Maintenant, lorsqu'on restitue le diagnostic, pendant que les gens doivent faire peut-être des suggestions, des remarques pour améliorer, au même moment, les gens s'approprient et ils sont conscients que les problèmes qui viennent d'être présentés là sont les nôtres et ils se présentent c'est-à-dire de la forme qui a été faite puisqu'ils ont participé.
Et l'autre chose, c'est que ça permet d'enrichir la démarche. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est participative, qui est concertée. Et ça permet au final d'élargir la vision. La vision n'est plus celle du facilitateur qui accompagne le processus, mais c'est la vision maintenant de la commune et des différents acteurs. Le facilitateur ne joue plus que le rôle de facilitation, vraiment comme son nom l'indique. Et après, maintenant, on fait valider, c'est-à-dire on valide ce diagnostic et on dit qui est invité. C'est le maire, école et conseillers municipaux. On a les chefs des services et on a le comité qui a été mis en place, qui participe donc à la validation du diagnostic. Et maintenant, ce qui est important, c'est que lors de cette validation, on prépare déjà les gens sur les actions qui vont être prises. C'est-à-dire, on dit que lors du diagnostic, par exemple, on avait une question pour les ménages, peut-être qui portait sur le consentement à participer et à payer pour qu'on vienne enlever leurs déchets chez eux. À la restitution, on vient présenter pour dire oui, dans les ménages où nous sommes allés, les ménages sont prêts à payer financièrement qu'on enlève leurs déchets et les gens ont dit qu'ils sont prêts peut-être à payer 500 francs. Ce qui fait que le comité est déjà, c'est-à-dire préparé psychologiquement que demain, quand on va dire qu'une action, c'est mettre en place la précollecte payante, les gens doivent participer sans que ce soit très difficile. Et le comité est le relais déjà donc de l'information dans les quartiers. Parce que quand ils rentrent, ils disent aux gens, ils rendent compte de ce qui a été fait et ça permet donc maintenant de faciliter l'appropriation des résultats après. Et après, maintenant, entre le diagnostic et l'élaboration de la stratégie, maintenant, c'est qu'on classe par ordre de priorité tous les axes qui ont été identifiés, c'est-à-dire les propositions émanant de la télévalidation. On définit ensemble quelle est la vision d'amélioration en accord avec l'analyse et surtout des forces et faiblesses qui étaient faites avec l'analyse SWOT. Comme on a fait l'analyse SWOT, donc la vision tient compte de cela. L'autre chose qui est importante aussi, c'est qu'on définit la vision en fonction et en prenant compte des objectifs du projet. C'est-à-dire que si vous avez un projet en cours dans la commune, si on veut mener une activité comme ça, donc pas en Consamba, c'est qu'un Consamba a un plan communal de gestion des déchets, mais dans une commune qui a initié déjà quelque chose, on ne va pas proposer sans tenir compte de ce qui existe déjà. On intègre cela. Maintenant, on se dit comment faire pour que ce qui est déjà en cours puisse s'intégrer dans la future stratégie. Maintenant, dans la phase d'élaboration et l'appropriation de la stratégie, on définit les objectifs et les résultats. Et en termes d'objectifs et des résultats, maintenant, les objectifs et les résultats sont centrés sur l'évolution et sur les projections qui ont été faites par rapport aux données du diagnostic. Ensuite, on analyse les propositions et on restitue et on met en débat les solutions. Vous voyez que chaque fois on dit mise en débat. C'est pourquoi une stratégie ou bien un plan communal de gestion des déchets doit être essentiellement concerté, doit être participatif. Parce que lorsque ce n'est pas participatif, j'insiste là-dessus, ça va être un document comme les autres qui sont élaborés, mais qui servent seulement de document de tiroir. Ou bien, pour le cas actuel, ça va être juste un document d'accès aux droits d'assises. C'est-à-dire, on a dit, pour avoir les droits d'assises, il faut avoir le plan. OK, on fait un plan de formalité, parfois sans tenir compte du temps qu'il faut. Parce que vous voyez, chaque fois pour mettre un diagnostic, ça veut dire qu'il y a un temps. Il faut s'assurer qu'on restitue, les gens reviennent encore, on les présente, ils donnent leur avis, on est patient pour permettre qu'au bout, ce qu'on a, ce n'est pas un document de formalité, mais un document qui vise à vraiment faire évoluer les choses sur le terrain. Et là, oui, là c'était déjà passé. Maintenant, vous voyez, on dit à l'atelier de validation, c'est un atelier qui est ouvert, contrairement aux autres activités qui étaient un peu dans les comités qui sont restreints. Maintenant, on fait participer le grand nombre pour pouvoir valider. Ça, c'était la validation du diagnostic consolidé, c'est-à-dire après on a eu les retours des uns et des autres. Maintenant, lorsque on a le diagnostic qui est validé, on définit les axes stratégiques en fonction des objectifs, on les priorise, les actions, et on regroupe par axe stratégique. Oui. On propose les scénarios qui permettront d'atteindre les objectifs, et puis on simule l'évaluation.
Ça, maintenant, ça c'est un exemple concret, mais là, qui était fait dans le cadre de la commune de Tian, où on a maintenant proposé des objectifs, notamment traiter par compostage 10 000 tonnes de déchets par an. C'était par rapport à ce qui était déjà fait et on voulait donc passer à échelle. On se dit donc comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut améliorer. Et un axe, c'était notamment améliorer la productivité des unités de compostage. Pourquoi cela? Parce que par le passé, le compostage était toujours fait. Mais la productivité signifie qu'on voulait améliorer maintenant pour qu'on sache que si on a X nombre de personnes sur le site, on doit attendre quelle quantité de déchets qui est traité. Et cela nous a amené à faire une activité qu'on a appelée le bilan main-d'œuvre. Le bilan main-d'œuvre a permis de connaître qu'une personne peut traiter environ entre 8 et 12 tonnes de déchets par mois. Ce qui fait donc qu'on fixe les objectifs maintenant en fonction du nombre de personnes qui est sur le site. Si vous êtes 10, ça veut dire qu'on va prendre 10 par exemple, on multiplie par 10. À la fin du mois, on attend le traitement de 100 tonnes de déchets. Ça, c'est un axe d'amélioration. Sinon, vous recrutez des personnes, vous les mettez sur un site de compostage. À la fin du mois, on vous dit qu'on a traité X tonnes. Mais vous n'avez pas d'éléments pour mesurer s'ils ont travaillé ou pas. S'ils viennent au travail, ils disent que non, il a plu pendant toute la journée. Comme il pleuvait, on n'a pas travaillé. À la fin du mois, quel est votre indicateur pour mesurer? Donc, du coup, vous allez payer les gens chaque fin du mois, mais vous ne pouvez pas faire une relation entre ce qui est payé et le résultat qui est obtenu. C'était ça, par exemple, sur l'amélioration de la productivité. Il fallait augmenter les quantités de déchets journalièrement traités, notamment, oui. Et un autre scénario, c'était augmenter le nombre de tours de précollecteurs. Pourquoi augmenter le nombre de tours? Il y avait la précollecte qui était déjà en cours dans la ville. Les gars venaient le matin, ils portent le tricycle. Quand il part, il fait un tour, deux tours, il part caché quelque part dans le quartier. Le soir à 15h30, il vient garer et le tricycle à la commune. On se rend compte qu'il a fait 2 tours seulement. Or, quand il a fait 2 tours, le reste du temps, il était en privé. Parfois, il y a quelqu'un qui voulait déménager au quartier, il prend le tricycle, il part porter les choses pour déménager. Toujours la même manière, on a donc fait l'exercice, on le suit toute la journée, on est derrière lui, on se rend compte que le minimum de tours qu'il peut faire, c'est 4. Ce qu'on fait maintenant, on dit à celui qui pointe sur le site que chacun va faire 4 tours. Donc, à la fin de la journée, on se rend compte que s'il passe se cacher dans le quartier, il ne peut pas faire 4 tours. Donc, on a l'indicateur pour le contrôle. Il doit faire au moins 4 tours. Ça, c'est pour le cas de la précollecte. Mais on peut le faire aussi pour la collecte. C'est-à-dire, quand le camion sort le matin, on connaît le nombre de tournées que le gars doit faire. Sinon, il fait une tournée. Quand il part à la décharge, c'est l'habitude. Le gars garde le camion là-bas, il se couche pour dormir. Les gars qui étaient debout entrent aussi dans le camion. Tout le monde dort. Entre-temps, on est à la commune, on sait qu'ils sont en train de collecter les déchets. Ils sont en train de dormir à la décharge. Dès que c'est à 15h, ils démarrent le camion, ils rentrent pour venir garer à la commune. On sait qu'ils étaient en train de travailler. Mais ils étaient au sommeil. Ils n'étaient pas en train de travailler. Maintenant, c'est parce qu'on n'a pas fait ces exercices-là pour pouvoir maintenant mettre en place quels sont les indicateurs de suivi réels, c'est-à-dire réels par rapport à ce qui peut être fait sur le terrain. Et c'est pourquoi tout à l'heure, le prof insistait sur les gardiens à la décharge, le pointeur. Parce que celui qui est là, s'il ne pointe pas pour dire que oui, le camion est venu, il était rempli à quel niveau? Est-ce que c'était 1 tiers ou 2 tiers? Est-ce que c'était totalement plein? C'est tout ça qui est important. Sinon aussi, il porte un camion qui est vide, à peine il n'a rien mis dedans, il a seulement les tours vides à la décharge pour dire qu'il a fait le nombre de tours. Tout cela va être fait et lors de la construction, de l'élaboration du plan de gestion des déchets, on intègre déjà cela pour que les objectifs qui sont fixés demain et qui doivent faire dans l'objet du plan, ils soient réalistes, ils ne soient pas des choses qui sont imaginées. Et une autre chose, bon, ça c'est dans le cadre des propositions. Et après, donc, on élabore le plan d'action proprement dit qui va considérer donc, le plan de gestion des déchets. Et là, maintenant, dedans, il y a le choix des acteurs qui va être très important. Et dans le choix des acteurs, parce qu'on a fait l'analyse des acteurs après, on définit bien maintenant qui doit faire quoi et comment. C'est ça qui fait qu'après, maintenant, la commune peut à la fin, parce qu'il faut toujours garder en tête qu'à la fin, il y aura un comité de suivi. Et dans le comité de suivi, donc, on doit mettre en place une instance qui doit veiller en fonction du diagnostic qui a été fait et des actions qui ont été proposées, que chacun qui a été identifié pour jouer un rôle doit participer maintenant pour mener l'action qui est la sienne. Maintenant, dans la rédaction et validation,
Ça, c'est le travail du facilitateur. Ce n'est pas la commune, puisque la commune a confié l'action à un facilitateur qui a accompagné dans la dynamique. C'est lui qui doit donc rédiger et maintenant le plan de gestion des déchets, qui est aidé par le responsable du service de la commune qui est en charge de la gestion des déchets. Parce que la commune doit participer ou bien le service en charge de la gestion des déchets pour faciliter son appropriation. Comme ça, si bien que quand vous rencontrez le service d'hygiène, vous lui parlez du plan communal de gestion des déchets, il vous dit que oui, en termes de taux de collecte, on était allé sur une base qu'on va collecter 50%. Parce qu'il était là. Mais si lui aussi doit aller lire dans le plan avant de connaître, vous voyez que ça c'est très compliqué. C'est pourquoi il doit participer, il doit être aux côtés du facilitateur pendant qu'il fait son travail. Et on dit que c'est la commune qui valide ce plan qui doit être élaboré, accompagné des membres des groupes locaux concernés par la gestion des déchets, des partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers, c'est très important dans l'élaboration du plan. Et comme je vous disais, pour revenir toujours au cas de Fumban, on avait la chance que le jour de la restitution du plan là-bas, la ville est en partenariat avec une ville française qui s'appelle Jouy en Josas. Le maire de cette ville était là. Et c'est parce que le maire était là, on a tellement insisté lors de la présentation des problèmes. C'est le maire qui disait que non, nous avons telle opportunité en France qui peut aider à financer telle chose. Et c'est pourquoi très vite les choses n'ont pas traîné là-bas. On a mis directement, ils ont eu du budget pour financer des actions pilotes. Ça c'est très important. Sinon, vous pensez un document seul pour aller maintenant vers un partenaire qui ne sait pas comment cela a été fait. Or, s'il participait ou bien s'il était présent lors des restitutions, lui aussi lui va donc mesurer l'ampleur du problème qui se pose et ça va maintenant motiver le partenaire à participer. Et on organise donc la télévalidation et on fait la publicité de ce document. C'est-à-dire on communique autour pour que les gens connaissent que maintenant, telle commune a décidé qu'à tel horizon, le taux de collecte va passer par exemple de X% à Y%. Donc il y a des efforts qui vont être faits à chaque niveau. C'est comme ça, chacun producteur de déchets comprenne qu'il doit participer à la dynamique. Un autre aspect important maintenant qu'on a fait le plan, c'est la mobilisation des ressources financières. Un plan, comment est-ce que vous allez faire pour le financer? Et là, nous avons identifié quelques sources de recettes qu'on peut identifier. C'est notamment les recettes liées à la valorisation, c'est-à-dire soit de la vente du compost, des ferrailles, des plastiques ou bien des D3E. Mais dans certains cas, ce qu'on a remarqué, c'est que pour faciliter les acteurs qui travaillent dans la gestion des déchets, notamment la collecte, si vous avez des gars qui font la collecte et vous leur dites que systématiquement tout ce qui est ferraille, ils vont venir vous donner, vous allez les encourager à la tricherie. Parce qu'ils vont faire tout le tri en amont maintenant, ils vont plus bien faire le travail. Maintenant, quand vous les laissez libres, vous vous rendez compte qu'eux-mêmes parfois, si le conducteur il est de gros avec eux, ils vont aller vite décharger. C'est après le travail qu'ils vont rentrer, reprendre la ferraille à la décharge. Mais si vous commencez à être rigoureux, comme si tout ce qui est ferraille, c'est pour vous, ils vont commencer à tricher. C'est de toujours regarder, chercher le levier qui permet que les gars soient motivés pour travailler sans les décourager. Mais aussi, on peut décider donc de rentrer, on a assez de ce type de matière, soit de ferraille ou de plastique, de pouvoir intégrer une source de recettes pour financer les actions qui sont identifiées. L'autre recette qui est, je pense, qui est courante dans toutes les communes, ce sont les centimes additionnels communaux. Parce que dans les centimes additionnels, vous avez toujours la TDL dedans. La TDL, c'est cet impôt composite qui vous permet de financer la gestion des déchets, les réseaux d'eau publique. Mais généralement, c'est vrai que le rendement est assez faible dans les centimes additionnels communaux, mais pour l'instant, c'est l'impôt qui est disponible et qui est reversé dans les CAC pour le financement des questions de déchets. Nous avons identifié aussi les crédits carbone. Oui, les crédits carbone peuvent s'obtenir soit dans le cadre du compostage ou bien dans le cadre de la mise en décharge. Le prof a parlé de ce qui est mis en place en Golfoulou. Golfoulou, c'est un projet qui est carbone où ils ont bouilli donc ce qui est produit comme gaz à la décharge. On a aussi des subventions des partenaires, peut-être notamment dans le cadre de la coopération décentralisée. Et je pense que les communes peuvent aussi faire des prêts auprès du FECOM pour financer les questions des déchets. Mais on a aussi les financements nationaux sous fonds de versement public.
Je pense que le ministère de l'Environnement a l'habitude de donner 2 millions de cartons aux communes, mais ils appellent ça gestion des plastiques. Ce que les communes font généralement et que je vois, on achète quelques t-shirts qu'on floque, on sort dans la rue, on dit que c'était ça l'enlèvement des plastiques. Et peut-être si on a la chance de saisir quelques plastiques, c'est ça qu'on met dans le rapport. On dit que voilà le rapport d'utilisation de la subvention. Bon, mais c'est une source de financement qui existe. Ça, maintenant, lorsqu'on a planifié, lorsqu'on a trouvé de l'argent, il faut maintenant suivre ce qui a été fait. Donc, il faut le suivi du plan d'action. Parce que sinon, et le suivi, c'est notamment d'abord le suivi de l'exploitation. C'est qu'on a identifié les indicateurs de résultats maintenant. Chaque jour, il faut maintenant suivre. Et il faut faire donc un suivi, c'est-à-dire périodique. Est-ce que, comme on a projeté un objectif de 40% de taux de collecte à la fin d'année, est-ce que c'est à la fin d'année que le chef de service d'hygiène dit que je regarde si on a fait 40%? Non. Quels sont les outils intermédiaires qui sont mis en place pour collecter l'information, pour mesurer cet indicateur à la fin d'année? Voilà le suivi de l'exploitation. Et c'est là où maintenant on va mettre en place des circuits. Le camion part où maintenant on s'assure que le conducteur travaille comme un robot maintenant. Le matin, quand il quitte du point A, il part au point B, ainsi de suite. On construit les circuits pour maintenant améliorer le service. Ça, c'est suivi l'exploitation. Le suivi technique maintenant. Il y a aussi au niveau de la commune, c'est-à-dire comme c'est un plan, il faudrait un responsable qui coordonne ce suivi-là. Maintenant, en fonction des communes, on définit qui fait quoi. Et le suivi environnemental et social. Là, on a dit, par exemple, je me souviens, dans le cadre de la ville de Tian, avec la valorisation, il y a une notice d'impact environnemental qui a été faite et qui était assortie d'un certificat de conformité environnementale. Ça, cela rentre dans le suivi. Et après, il y avait un site de compostage, comme on l'a dit, qui était situé loin des habitants. Mais après, les habitants ont construit jusqu'à venir pour du site. Et ont commencé à faire donc des plaintes. Et ce que les populations elles avaient suggéré, c'était les plaintes liées aux odeurs. Quand on a construit la clôture maintenant, avec le déplacement plutôt vertical des odeurs maintenant, les populations à côté disaient qu'il n'y a plus de problème. Et l'autre chose qui était aussi encore importante, on s'est rendu compte que le simple fait de voir les déchets, pour les gens, c'était un problème. Et lorsqu'on a construit la clôture, comme les gens ne voyaient plus, les gens travaillaient dans la clôture, ça réduit. Et du coup, les populations ont accepté le projet. Et on a eu plusieurs personnes qui aspiraient maintenant à travailler sur le site. Maintenant, on peut aussi mener des enquêtes de satisfaction pour savoir est-ce que les gens sont contents des services qui leur est rendu. C'est-à-dire si c'est normal, si c'est notamment le cas de la précollecte. Et je veux revenir sur la petite anecdote. Quand on lançait la précollecte dans la ville de Tian, on l'appelait la précollecte payante. Les gens ont refusé de payer. Ils disent qu'ils ne payent pas pour l'enlèvement des déchets. La même précollecte a continué. On a changé seulement son nom. On l'a appelé maintenant précollecte participative. Les gens ont accepté de payer. Or, participative n'a rien changé. Maintenant, seulement ce que derrière participatif, on leur disait que ce que vous apportez n'est qu'une contribution parce que c'est la commune qui a acheté le tricycle et c'est la commune qui paie le conducteur. Donc, vous participez tout simplement à la mise en œuvre du service. Or, derrière l'analyse économique qui a été faite a permis que ce que les gens payent, c'est-à-dire ça permet de soutenir l'activité. Mais là, c'était dans le cas du suivi, c'est le suivi qui nous a révélé cela. Maintenant, vous voyez, après, on évalue donc les taux des résultats par rapport aux objectifs, c'est-à-dire les indicateurs, en termes de taux de collecte des déchets, en termes de situation de salubrité dans la ville, en termes de réduction des gaz à effet de serre, c'est-à-dire si vous êtes rentré, par exemple, dans les crédits carbone, c'est de regarder quelle quantité est-ce qu'on a réduit, et aussi en termes d'impact économique et social, c'est-à-dire les recettes et le nombre d'emplois créés. Ça, c'est le résumé des étapes d'élaboration de la stratégie de gestion des déchets ou bien plan de communication des déchets. Vous voyez, ce sont les différentes étapes-là qu'on a vraiment fait un sommet avec à côté les sous-détails qui sont faits, c'est-à-dire le démarrage, la mise en œuvre du diagnostic, l'élaboration et l'évaluation de la stratégie, la conception du plan de suivi et la conduite des actions. Maintenant, ça, c'est des photos pour le suivi de l'application de la stratégie sur le terrain. Ça, c'était une photo, je pense, c'était la fête du travail. Et là, c'est la collecte. L'autre, la troisième photo, c'est sur les sites de compostage.
Donc, sur ce, je vous remercie pour cette session.